pour le recrutement dans des pays francophones et francotropes, dont ceux de l'Amérique latine, bien sûr. Et évidemment, on ne peut pas faire cet exercice sans parler des seuils. Alors, pour lancer la discussion et la consultation, comme on l'a dit, on propose 2 scénarios. On veut vraiment entendre tous les points de vue et l'ensemble des considérations et des préoccupations de tout un chacun. Alors, premier scénario, permettre une augmentation prudente et graduelle des seuils au cours des 4 prochaines années pour atteindre 60 000 d'ici 2027. Et dans ce scénario-là, on permettrait en plus d'admettre en continu les personnes sélectionnées pour le PEC diplômé. L'admission en continu, ça veut dire que les demandes du PEC diplômé seraient traitées par Ottawa au fur et à mesure qu'elles sont déposées et seraient à l'extérieur de nos seuils et sans plafond. La logique derrière cette nouveauté-là d'admission en continu, c'est que la grande majorité des personnes qui sont concernées résident déjà sur le territoire québécois. Ils bénéficient déjà de plusieurs services publics. Ils ont un toit. Leur intégration est déjà en processus. Il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance de leur diplôme ou de leurs compétences. Donc, bref, c'est une immigration qui est très facile pour nous parce qu'il n'y a pas d'exigence accrue sur notre capacité d'accueil et les groupes d'accompagnement, les services gouvernementaux sont vraiment minimalement sollicités. Le deuxième scénario, on reste avec notre cible actuelle de 50 000 admissions par année pour chacune des 4 prochaines années. Et les candidatures issues du PEC diplômé feraient partie donc du seuil de 50 000. C'est un moment important qu'on va vivre au cours des prochains mois. C'est plus que jamais l'immigration, c'est au cœur des priorités collectives. On le sait, freiner le déclin du français, lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, lutter contre le vieillissement de la population, assurer la vitalité de nos régions. Tout ça, ça fait partie des grands défis auxquels on fait face. Alors, j'invite toutes les personnes, les organismes qui sont intéressés à le faire, à nous partager leur point de vue, soit en participant via le dépôt d'un mémoire ou encore en complétant un formulaire qui est disponible déjà sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens. Alors, la consultation va culminer avec la tenue d'une commission parlementaire au cours des prochains mois. Et je peux vous dire que depuis mon entrée en fonction, moi, mon souhait le plus cher, c'est de mettre en place des conditions pour que les hommes et les femmes qui décident de venir chez nous puissent avoir du succès, participer pleinement au dynamisme du Québec et puissent s'y enraciner. Voilà. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Christine, chers collègues. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais y aller rapidement, mais c'est une annonce qui est très, très, très importante, qui va avoir un impact sur le visage français du Québec avec les changements que ma collègue apporte. Change la donne, change les règles du jeu. Et quand on change les règles du jeu, évidemment, on change la conclusion et on va se retrouver dans quelques années avec beaucoup, beaucoup plus d'immigrants qui, au départ, parlent français avant d'arriver. Puis, ma collègue est en train de travailler très fort sur Francisation Québec. Ça sera nécessaire. Mais si les gens arrivent et maîtrisent déjà le français, vous comprenez qu'on part avec une longueur d'avance. Puis c'est important parce que c'est important de faire une mise en contexte, là. Le Québec est dans une situation exceptionnelle. On est le seul État francophone d'Amérique du Nord. On est une minorité linguistique dans une mer anglophone. Et on est dans une situation où nos indicateurs sont au rouge. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Il y a un recul du français en ce moment. Donc, une situation exceptionnelle comme ça amène des mesures exceptionnelles. Puis on a posé des gestes. Dans le précédent mandat, je remercie d'ailleurs l'actuel ministre de la Justice, Jolin Barrette, qui a piloté une loi importante, la loi 96. J'aime son nom, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est le socle sur lequel on peut bâtir d'autres choses, voire encore plus loin. Et on poursuit le travail en ce moment. On le poursuit d'ailleurs avec ce groupe d'action pour l'avenir de la langue française que j'ai le plaisir de piloter avec, bien sûr, la ministre de l'Immigration, mais aussi le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Culture, la ministre des Relations internationales et d'autres ministres qui viennent contribuer aux travaux aussi. On est un groupe au départ de 6 ministres, mais c'est important de mentionner que beaucoup, beaucoup d'autres personnes travaillent, collaborent, contribuent. Je remercie aussi, évidemment, le député de Saint-Jean, mon adjoint parlementaire, qui contribue aussi notamment au volet consultation publique du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Les choses qui sont présentées aujourd'hui, évidemment, ont fait l'objet de débats, de discussions,
Puis je remercie énormément Christine pour son ouverture, parce que le plan a été vraiment bonifié. Puis on peut vraiment être très, très fiers de ce qui est déposé aujourd'hui. Quand on change les chiffres comme elle le fait, puis elle a présenté des choses exceptionnelles. Quand on atteint un chiffre comme 96 %, c'est parce qu'il y a des gestes majeurs, audacieux, courageux qui sont posés. Donc, je pense que ce sera déterminant. Et bientôt, le groupe d'action arrivera avec d'autres mesures. Donc, soyez patients, restez à l'affût. On parlera, oui, d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, mais aussi on reviendra sur l'immigration. Le premier ministre l'a dit, on reviendra sur la notion de l'immigration temporaire. Ça va être important aussi de continuer le travail avec le gouvernement fédéral, puis j'ai une fonction qui me permet de travailler aussi dans cette direction-là. On est capable de faire des choses gagnant-gagnant. Ça, c'est important de le mentionner, là. On n'est pas des chicaniers, on ne se laisse pas faire, on s'affirme fièrement, mais on est capable de s'entendre. Regardez ce qui s'est passé avec la fermeture du chemin Roxham. Regardez ce qui s'est passé avec C13 quand on est capable d'inscrire dans la loi ces langues officielles du Canada des éléments de la Charte de la langue française québécoise. Ça montre qu'on est capable de faire des gains. Puis il faut le faire parce que le français nous unit, le français nous définit. Puis je pense qu'on a tous cette responsabilité de s'assurer que ceux qui vont nous suivre vont pouvoir s'épanouir en français au Québec. Merci. Merci à vous trois. Nous allons maintenant passer à la période des questions. On a très peu de temps, une petite demi-heure tout au plus, donc je vais vous demander de vous limiter à une question, une sous-question. Et pour les ministres et le premier ministre, c'est possible de juste répondre aux questions qui vous sont adressées directement. On va commencer avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Est-ce qu'avec le plan que vous nous proposez aujourd'hui, là, si on exclut l'immigration temporaire, là, parce que ça, je comprends que ça fera l'objet d'une annonce subséquente, mais pour ce qui est de l'immigration permanente, est-ce qu'avec ce que vous nous annoncez, vous occupez entièrement là, les champs de compétences du Québec? Est-ce que vous utilisez déjà tous les outils à la portée de votre main? Parce que c'est un peu ce qui était reproché de vous demander au fédéral des choses, alors vous n'exploitiez pas pleinement tous les outils. Là, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a retourné toutes les pierres? Pour l'immigration permanente, oui. Pour l'immigration temporaire, non, parce qu'actuellement, c'est quand même nous qui émettons les certificats, les CAQ. Donc, pour l'instant, le gouvernement du Québec n'exige pas la connaissance du français. Donc, il y a encore de la place, effectivement, pour agir. Ça sera dans une deuxième étape. Mais on veut aussi aller chercher des pouvoirs additionnels. Mais il y a peut-être une chose aussi que j'ajouterais. La réunification familiale, c'est Ottawa qui choisit. Mais à un moment donné, on réunifie des familles qui sont entrées, la plupart du temps, comme immigrants économiques. Donc, à partir du moment où on augmente les francophones ou ceux qui parlent français dans l'immigration économique, on peut penser qu'à moyen terme, le pourcentage d'immigrants dans la catégorie réunification familiale va aussi augmenter parce qu'on réunifie les personnes qui sont là. C'est sûr que il reste la catégorie réfugiés, qui est 15 %. Ça, effectivement, il peut... C'est notre contribution humanitaire, là. Donc, il n'est pas question de toucher à ça, mais c'est possible que pour ce petit groupe-là, la réunification familiale implique d'amener des gens qui ne parlent pas nécessairement français. Bon, je vais vous rappeler des souvenirs là, en vous parlant de Claire Sanson, puis du rapport à l'époque qu'elle avait déposé, là. Le cœur du rapport, c'était l'idée de la francisation. Puis après, ensuite, ça a été repris par M. Jolin Barrette, qui était ministre de l'Immigration. On avait créé Arima, puis on privilégiait une sélection basée sur les compétences professionnelles en se disant on va franciser les gens une fois arrivés. Est-ce qu'avec le recul, cette approche-là de franciser a posteriori, ça s'est avéré une mauvaise avenue? Bien, c'est pas idéal parce que c'est basé sur la volonté des gens. Il n'y a pas d'obligation, puis il n'est pas question de commencer à retourner des gens chez eux qui ont déjà été acceptés comme citoyens. Donc, oui, puis je le disais au début, on a beaucoup augmenté les budgets de francisation. Christine va annoncer bientôt la création de Francisation Québec, où là, il va y avoir un guichet unique. Donc, ça va être plus facile aussi d'avoir accès à ces services-là. Mais c'est certain que s'ils parlent français avant d'arriver, bien là, on ne prend pas le risque de savoir est-ce qu'ils vont choisir ou non d'apprendre le français une fois rendus ici. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, peut-être pour poursuivre dans la même veine, donc, ce que vous proposez va changer beaucoup le visage
de l'immigration, forcément, on va se concentrer sur certains pays, la France, l'Europe francophone, l'Afrique francophone. Est-ce qu'on va venir exclure une grande partie du bassin d'immigration qu'on avait par le passé? Bien, on peut penser aussi, je parlais avec Martine Biron qui arrive d'un voyage en Amérique du Sud, on peut penser aussi qu'il y a des pays où les gens, par exemple, parlent espagnol, puis qui pourraient apprendre le français avant d'immigrer au Québec. Donc, on peut penser aussi à un processus comme celui-là où des gens d'à peu près n'importe où dans le monde auraient le temps d'apprendre le français, puis ensuite immigrer au Québec. Vous insistez sur le fait que maintenant, dans le nouveau PSTQ, là, on exige le français. Par contre, dans le passé, c'est juste 12 des gens qui ne parlaient pas français du tout. Et là, vous venez moduler, c'est un chiffre qu'on a eu tantôt, vous venez moduler donc l'exigence de français. J'essaie de comprendre à quel besoin vous voulez répondre en faisant ça. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui vous disent qu'on a besoin désormais de plus de manœuvres, par exemple, que de professionnels, donc il faut moduler la connaissance? Bien, je donne les chiffres, là. Quand on regarde les requérants immigration économique, avant qu'on arrive en 2018, là, puis qu'on met beaucoup de poids sur le PEC, c'est ce que Simon a fait, dans le fond, pour augmenter le pourcentage de francophones, bien, on était à 72 qui parlaient français. Si on ajoute les groupes réunification familiale et réfugiés, on est à seulement 50 qui parlent français. Là, ce qu'on dit, c'est que pour les requérants en immigration économique, on va augmenter à 96 et qu'au total, on va passer à 70 dans un scénario, puis 75 dans l'autre scénario. Donc, c'est une grosse augmentation par rapport à la situation avant. Du PRTQ, donc. OK, le PRTQ. Pour le Je PRTQ. te laisse aller sur le PRTQ. C'est pourquoi moduler les exigences en français? Bien, en fait, on amène des exigences en français dans le PRTQ. Il n'y en avait pas. Donc, on voulait s'assurer que ces gens-là puissent s'intégrer adéquatement, puis rapidement aussi dans la société, dans leurs entreprises également. C'est sûr que quand on parle français, que l'entreprise fonctionne en français, les choses cheminent plus facilement et de meilleure manière également. Donc, on a modulé aussi les exigences de français pour faire en sorte que pour les hautes qualifications, les exigences soient plus élevées que pour les personnes qui ont des compétences plus manuelles ou intermédiaires. Et ça, je pense que c'était une demande importante que de moduler ces exigences en français parce que, bon, les niveaux d'éducation ne sont pas tous les mêmes entre les différents corps d'emploi. Et tout gain est bienvenu parce que vous mentionnez qu'on avait déjà un niveau important, quand même assez élevé de connaissance du français au sein du PRTQ, mais tout gain est bienvenu. Donc, pour nous, que de rehausser ce niveau-là, même s'il était passablement élevé, c'était une chose à faire. Parce qu'on voulait retourner toutes les pierres, hein, on l'a dit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, de ce côté-là, on voyait la capacité d'aller viser un peu plus haut. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, si on comprend bien dans votre scénario 1, le 60 000, c'est plus que ça, parce que le PEC étudiant n'est pas compté. Donc, on pourra avoir une immigration qui pourra aller jusqu'à 70 000 par année. Là. Bon. Oui, vous avez raison que c'est 60 000 plus le PEC étudiant. Par contre, pourquoi c'est difficile d'évaluer combien il y aura dans le PEC étudiant? Bien, d'abord, le PEC étudiant actuel, c'est autant des gens qui viennent étudier dans les universités puis les collèges francophones qu'anglophones. Là, ce qu'on dit, c'est qu'à l'avenir, le PEC étudiant va seulement s'appliquer pour ceux et celles qui viennent étudier dans les cégeps et les universités francophones. Puis, c'est le genre, dans un programme, c'est le genre qu'on souhaite attirer au Québec, parce que là, on parle de jeunes personnes qui n'ont pas de défi de reconnaissance des diplômes puisqu'ils obtiennent leur diplôme ici au Québec. Évidemment, s'ils ont étudié en français, c'est parce qu'ils connaissent le français. Puis, bien, ils ont un diplôme, donc ils sont très employables. Ma deuxième question, on comprend que vous allez négocier avec le fédéral pour les travailleurs temporaires étrangers. Je vais vous donner deux cas. Benjamin, français d'origine, il a suivi une formation du ministère de l'Éducation pour devenir camionneur. Il a un emploi. Il attend après le fédéral pour avoir son permis depuis 11 mois. Il est citoyen canadien illégal actuellement en territoire. Sarah, programmeuse informatique, marocaine, parle français, enceinte, a un permis fermé. Son employeur l'a mise à pied. Elle ne peut pas aller travailler ailleurs parce que le fédéral, c'est trop long.
C'est de la main-d'œuvre perdue, c'est de la main-d'œuvre illégale au Québec actuellement. Vous allez faire quoi avec ces gens-là? Bien, c'est deux exemples, deux bons exemples de discussions qu'on va avoir dans les prochains mois avec le gouvernement fédéral. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on commence avec la première étape. On parle des immigrants permanents, mais on sait qu'il y a du travail à faire aussi du côté des immigrants temporaires. Puis il y a des exemples, effectivement, où il y a des francophones qu'on souhaiterait avoir ici comme immigrants et qui, pour toutes sortes de raisons, ont des délais très longs avec le gouvernement fédéral. Donc, ça va faire partie là, des discussions qu'on va avoir dans les prochains mois avec le gouvernement fédéral. Louis Lacroix, Cogeco. Monsieur le ministre. D'abord, parce que vous allez exiger un niveau de français qui est le niveau 7, de ce qu'on comprend, qui est l'équivalent de ce qui permet de rentrer au cégep. Là. Puis dans certains cas, le niveau 5, qui est un niveau plus bas, là, où c'est pas un haut niveau de français. Là. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer, parce que là, on a un pourcentage de gens qui parlent français à la maison de 74,7 % je pense, en ce moment, puis c'est en baisse. Est-ce que vous pensez qu'avec des standards comme ceux-là, vous allez être capable de freiner la descente du français parlé à la maison? On considère que de freiner le déclin du français, ça repose sur un bouquet de mesures. Nous, à l'immigration, on peut avoir notre contribution dans ce mouvement-là, ce phénomène-là qu'il nous faut amorcer de manière accélérée pour freiner le déclin du français, le stopper et idéalement relancer à la hausse, donc l'usage du français. Et on est allé vraiment regarder toutes les options qui étaient à notre disposition en matière d'immigration économique pour ce faire. Donc, à partir du moment où les gens ont un niveau de connaissance du français qui se situe dans la zone intermédiaire, parce que le niveau 5, tout comme le niveau 7, c'est dans la zone intermédiaire. Il y a aussi le niveau avancé. Très haut niveau de français. Ben, c'est le début pour le niveau 5, c'est le début du niveau intermédiaire. Pour le niveau 7, c'est un niveau intermédiaire avancé. Et souvent, lorsque le niveau 7 est requis, il y a aussi un niveau de connaissance en français écrit qui est requis. Donc, il faut voir que ces gens-là, à partir du moment où ils travaillent dans un milieu, dans un environnement qui est francophone, s'ils vivent particulièrement en région, le niveau d'acquisition, de progression en français va continuer dans le temps. Il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'une personne à une date X est à un niveau de français 7 qu'elle va rester toute sa vie au niveau de français 7. Vous comprenez qu'elle va pouvoir cheminer aussi. Et puis, Francisation Québec sera là aussi pour l'aider à cheminer parce que nous, on va offrir des formules d'apprentissage du français encore plus diversifiées et on va pouvoir accompagner les gens pour continuer à cheminer dans les différents processus. Sur le programme de réunification familiale, ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure, c'est que ça représente à peu près 20 % je pense, là, autour de l'immigration au Québec. Qu'il va y avoir effectivement une espèce de programme de parrainage, si on veut, là, que les gens qui vont parrainer des gens qui reviennent, en fait, vont devoir s'assurer qu'il y a une espèce de plan de francisation qui va être présenté. Mais on nous dit qu'en réalité, il n'y aura aucune vérification. En fait, il n'y aura pas de permis qui va être enlevé ou quoi que ce soit. Ils présentent un plan, puis s'ils ne le font pas, ben c'est pas grave. Est-ce que c'est pas un peu inutile de présenter un plan ou de présenter une mesure qui ne sera pas applicable dans la réalité? Il faut voir qu'en matière de regroupement familial, le pouvoir actuel du Québec est quand même réduit. Notre pouvoir, il concerne les exigences que l'on peut associer à la personne qui est garante, la personne qui parraine quelqu'un qui veut venir au Québec dans le contexte du regroupement familial. Alors, c'est sûr que notre pouvoir étant limité, on n'avait pas une pleine marge de manœuvre pour agir de ce côté-là, mais on l'a quand même pris soin d'agir en invitant, en intégrant donc dans les responsabilités de la personne garante l'idée qu'il va falloir, pour une personne qui parraine une personne ayant entre 18 et